plusieurs moments politiques marquants dans la dernière année. C'est maintenant l'heure des bilans, des bulletins. Et je vous le disais, ils sont tous les trois avec nous. Bonsoir à vous trois. Quel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir, plaisir d'être ici. Alors, on va faire un retour sur les 6 derniers mois, ce qui vous a marqué. Et on va le faire, bien sûr, par catégorie, comme on le fait toujours. Alors, on commence avec ce qui vous a le plus surpris. Vous, Tasha, à quoi est-ce que vous ne vous attendiez pas du tout? Je ne m'attendais pas à l'élection du gouvernement NPD en Alberta. La montée de Rachel Notley, c'est quelque chose qui était une surprise pour beaucoup de gens, pour les conservateurs en particulier. Mais c'était surprenant parce qu'on pense toujours que l'Alberta, c'est une province assez conservatrice. Mais c'était ni les conservateurs, progressistes, conservateurs ou le Wild Rose qui l'a remporté, c'est le NPD. Alors ça, c'était pour moi la grande surprise. Michel, vous? Oui, exactement. C'est exactement ce que j'ai ressenti en voyant ça. Je me suis dit, oups, il y a eu un tremblement de terre quelque part. Et tout l'intérêt de la chose est que ce changement de paradigme-là pourrait être contagieux. Alors, c'est vraiment ça l'intérêt, je pense, outre pour les Albertains, pour nous qui sommes un peu loin, c'est de savoir est-ce que ça va déteindre sur le reste du pays l'automne prochain. Oui, parce qu'il y a probablement beaucoup de gens qui se sont dit ça peut se faire en Alberta, ça peut arriver ailleurs aussi. Hein? Oui. Daniel? Moi, non, absolument d'accord avec mes deux collègues. C'est pas très original. Ça va aller vite, alors, ce soir, cette table ronde, si vous êtes d'accord. Sauf que, comme Michel le dit, depuis quelque temps, et même avant l'élection de Mme Notley en Alberta, on sent que le NPD est en train de remonter la côte, tranquillement. Il y a une tendance très lourde, favorable au NPD depuis 4 ou 5 mois. S'il y avait des élections demain, je ne suis pas certain que Thomas Mulcair ne les gagnerait pas. Vous savez, dans l'histoire du Canada, il y a toujours un retour de la pendule. Après les années Diefenbaker, il y a eu les années Trudeau. Après les années Trudeau, il y a eu les années Mulroney, les années Chrétien, et puis les années Harper. On est dû pour un retour de la pendule vers le centre. Et peut-être que cette fois-là, ce ne sera pas les libéraux, mais un peu plus à gauche. C'est pas le centre, ça. C'est très à gauche, oui. Très à gauche. Très à gauche. Alors, maintenant, deuxième catégorie, le coup de maître, c'est-à-dire le meilleur geste politique, disons, selon vous, parce qu'on voulait des gestes des politiques qui ont fait une différence. Alors, Michel, je commence avec vous. Ben, moi, c'est le retour de Gilles Duceppe qui pourrait faire une différence. C'est vraiment, ça aussi, c'est une surprise. Oui. Là, quelques mois de l'élection, changer le chef comme ça, c'est pas banal. Ça pourrait être ou un coup d'épée dans l'eau, ça lèvera pas, les gens vont dire c'est fini, l'important c'est de battre Harper, ou alors il réussit à remonter le bloc et là, ça peut changer le résultat de l'élection dans tout le pays et priver le NPD d'un gouvernement qui, autrement, il aurait toutes les chances de former. Daniel? Moi, c'est pas des politiciens comme tels. Moi, ce qui m'a le plus frappé cette année, ce sont les décisions de la Cour suprême. Il y en a eu une dizaine très importantes sur le Sénat, sur la prostitution, sur la loi et l'ordre, etc. Des décisions qui étaient très importantes pour les Canadiens en général parce qu'on dit souvent il ne faut pas que la Cour suprême remplace les politiciens, c'est à eux de prendre les décisions. Sauf que quand les politiciens ne sont pas capables de prendre les décisions ou quand il y a une espèce de dérive idéologique, comme c'est le cas dans le gouvernement Harper, on est tous très contents qu'à la fin de la journée, la Cour suprême dise non, c'est comme ça que ça doit se passer. Intéressant. Vous, Tasha? Moi, il n'y avait pas énormément de coups de maître que j'ai vus, sauf que je Pas pense de que... bons gestes politiques? Mais des gestes qui ont nécessairement... Dure année pour les conservateurs. Oui, mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que effectivement, les conservateurs et le NPD, tous les deux, ont monté dans les sondages et maintenant les partis sont quasiment à l'égalité. Les libéraux ont beaucoup chuté. C'était plus que le NPD et les conservateurs ont vraiment réussi à rejoindre leurs bases respectives de façon consistante depuis octobre dernier, finalement. Et de cette façon-là, je pense, ont réussi à regrimper. Alors, c'est plus pas des coups de maître, mais du travail ardu. On n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils ont fait, mais je pense qu'ils ont rejoint leurs électeurs. Bon, troisième catégorie, il y a toujours des gaffes, des erreurs pendant une session parlementaire. Parfois, c'est irréparable, parfois, ça se répare. Alors, quand on pense aux pires gestes politiques, Daniel, qu'est-ce que vous avez en tête? Celui de Stephen Harper, mais un geste qu'il n'a pas posé. Stephen Harper a décidé cette année, en 2015, que le Sénat, ça n'allait nulle part, qu'il ne s'en préoccupait plus, qu'il se foutait du procès Dauphin, qu'il n'allait pas remplacer les 20 postes vacants au Sénat. Il réalise que cette institution-là est complètement décriée, méprisée par presque toute la population. Il n'y a absolument rien qu'il peut faire, aucune façon de la réformer parce que c'est trop compliqué. Bref, Harper a dit, moi, le Sénat, je ne veux plus en entendre parler. Et la question qu'on se pose en ce moment, non seulement vont-ils nommer des sénateurs pour remplacer les 20,
mais qui voudra aller siéger au Sénat? Oui, avec le nouveau cas qu'on a vu Aujourd'hui, Ouais. Mais Tasha avait proposé un référendum la dernière fois. Oui, C'est une c'est vraie ça. bonne idée. Bon, alors Daniel, Michel, je veux dire. Excusez-moi. Moi, le pire geste, celui qui m'a déplu, en fait, le plus, parce que je ne suis pas certain que ça va avoir de grosses conséquences, c'est la destruction de la partie québécoise du registre des armes à feu. J'ai trouvé que c'était une décision mesquine, à courte vue, injurieuse pour les victimes de Polytechnique et surtout, pas surtout, et aussi peu respectueuse du fédéralisme. Normalement, il y a un certain principe de courtoisie qui doit s'opérer. Et là, ça n'enlevait rien aux autres provinces, ça n'enlevait rien au Canada de conserver cette partie-là du registre. Et je trouvais que M. Harper avait été cheap. C'est pas parce que c'est légal qu'on doit absolument le faire. Et j'ai pas aimé ça. Tasha? Moi, c'était la fameuse conférence de presse où Justin Trudeau a ramené ou a amené Eve Adams du Parti conservateur aux libéraux. Ah, C'était un moment, le pire geste, je dis, parce que j'ai beaucoup d'amis dans le Parti libéral, croyez-le ou non, qui ont été vraiment frappés, vraiment frappés, vraiment fâchés à cause de ça. Il n'a pas réussi. Il pensait avoir un coup maître, justement, d'avoir une conservatrice à ses côtes, la convertir, quoi. Mais ça a réussi à faire l'opposé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, il a perdu beaucoup de plumes, non seulement à l'extérieur de son parti, mais même à l'intérieur avec ça. Bon, on a souvent l'impression qu'un sujet, après, quand on fait le bilan un peu politique à la fin d'une année, qu'il y a des sujets dont on n'a pas assez parlé. On a appelé ça le grand oublié. Alors, Tasha, vous? Moi, c'est l'environnement, parce que je pense au fédéral, en tout cas. Dans les provinces, on en parle. On sait que le Québec, l'Ontario se sont rapprochés sur la question des marchés de carbone, par exemple. Mais on sait qu'au fédéral, ça demeure le dossier perdu, le dossier qu'on ne veut pas s'en occuper. Et je pense que c'est une erreur, parce que ce qu'on a vu avec les pipelines, c'est une influence directe du fait que le gouvernement n'est pas vu comme un acteur environnemental sérieux. M. Obama ne pourrait jamais approuver la pipeline Keystone. Alors, pour moi, c'est vraiment l'échec, effectivement, et le dossier manquant. Ça va être un sujet important. On en a parlé tout à l'heure, donc avant la conférence de Paris. Michel? Moi, c'est l'aide internationale du Canada. Quand on parle d'international, on parle de sécurité ou on parle de Poutine, mais on parle rarement de la baisse, de la diminution de l'aide internationale du Canada et plus généralement de la disparition de son rôle humanitaire. Parce qu'il n'y a pas simplement les budgets d'aide qui diminuent beaucoup. On a vu un rapport du directeur parlementaire du budget qui indiquait que ça va baisser de 23 C'est toujours en proportion de plus en plus petite du PIB d'année en année. Mais il y a aussi l'accueil aux réfugiés. Les critères sont de plus en plus compliqués. Oui. Le Canada en accueille de moins en moins. Et il n'y a aucune empathie. On le voit encore aujourd'hui là, avec Raif Badawi. On voit qu'au Québec, là, ça bouge. Et à Ottawa, on a beau envoyer des signaux, il n'y a rien qui se fait. Alors, tout ça, je trouve qu'on parle pas assez. Oui, puis il y a les expulsions là, qui s'en viennent, des Burundais, des Haïtiens. Daniel? Moi, je prends le relais de Michel en disant l'immigration, on en parle, mais toujours pour les mauvaises raisons. Peut-être pas les bonnes raisons. On parle beaucoup de tchador, de burqa et tout ça, mais il y a un problème majeur. Aujourd'hui, les Nations unies ont publié des données. Il y a 60 millions de réfugiés l'an passé seulement à travers le monde. Il y a une douzaine de pays sur cette planète, la Syrie en tête, où les gens ne veulent plus vivre. Ce que ça veut dire, c'est que tôt ou tard, les grands pays industrialisés, le Canada dans ce groupe, vont devoir ouvrir leurs portes largement à ces gens-là. Ils ne peuvent pas regarder faire ce qui se passe, dire, bon, l'Italie s'en occupe, la Hongrie s'en occupe ou la Serbie s'en occupe. À un moment donné, ça va exploser et ça va exploser très fort. Et je ne suis pas certain, comme Michel le dit, que le Canada est prêt à jouer le jeu à ce niveau-là. Oui, c'est vraiment un problème. La Hongrie qui veut ériger un mur entre la Hongrie et la Serbie. Bon, Michel, si on avait à vous demander la déception de l'année. Pour moi, c'est la fin de course de Bernard Drainville. Bon, M. Drainville, tout le monde était assez certain que M. Péladeau gagnerait. Mais là, M. Drainville avait peur de finir troisième. Et encore là, qu'il soit parti, bon, c'était pas glorieux, mais enfin, c'était pas la fin du monde, mais qu'il se rallie à M. Péladeau, après avoir dit que c'était un mirage, qu'il fallait pas lui donner un chèque en blanc. Je pense qu'il aurait pu simplement se retirer de la course et faire comme Jean-François Lisée, dire, écoutez, je n'ai plus personne.
dire à ses partisans d'appuyer qui il voulait, mais pas de se rallier à ce qu'il présentait comme un énorme problème au départ. Alors ça, je n'ai pas trouvé ça fort. Est-ce qu'il n'a pas essayé de rallier le parti, en fait, pour la suite? C'est pas ça qu'il voulait faire? Bien, il voulait éviter de diviser, mais il était pas, pour éviter de diviser, il n'était pas obligé de se rallier à M. Pellado. Il pouvait simplement cesser de l'attaquer. Vous n'avez pas aimé ça? J'ai pas aimé ça. Vous lui avez donné un D, d'ailleurs, dans votre à fait. bulletin. Alors, Daniel. Justin Trudeau, pour plusieurs raisons, mais politique internationale surtout. En début d'année, Justin Trudeau était l'alternative, la seule aux conservateurs de Stephen Harper. Thomas Mulcair était à 20 dans les sondages, n'était pas dans le décor. Il y a eu la déclaration sur le marathon de Boston en disant, bon, c'est des causes sociales, c'est pas le terrorisme. Il y a eu la déclaration sur les avions de chasse en disant, Harper s'amuse avec ses jouets en Syrie. Et il y a eu surtout, et je pense que c'est la plus grosse erreur qu'il a fait, l'appui des libéraux au projet de loi C-51, celui qui donne plus de pouvoir à la GRC et au SCRS pour combattre le terrorisme. Et à partir de ce moment-là, ça s'est effondré. Et ça s'est effondré à une vitesse vertigineuse, de semaine en semaine, de sondage en sondage. Il s'écrase. Comment peut-il remonter cette côte? Les libéraux autour de lui s'arrachent les cheveux. C'est comme l'avion qui s'écrase. Mais en tout cas, moi, pour la déception de l'année, ça revient un peu à ce que Michel a dit, mais moi, c'est Pierre-Carl Pellado et sa campagne. Je ne suis pas en amour avec le Parti québécois, on sait ça. Mais si j'étais un péquiste, je serais déçue parce que effectivement, l'effet Pellado ne s'est pas manifesté lors des partiels. Il a toujours des problèmes concernant ses intérêts personnels qui sont en conflit, on dit, avec ses intérêts politiques. C'est quelque chose, je pense, on attendait un peu plus et on n'a pas vu ça à date. Et peut-être ça va changer, mais pour moi, c'était pas le phénomène PKP qu'on pensait qu'il serait. Michel, vous êtes d'accord avec ça? Oui, Vous avez l'air sceptique. Il pense toujours à Drainville. Oui, parce que non, mais j'ai trouvé que M. Pellado, finalement, bon, tout le monde savait qu'il était pour gagner, mais depuis qu'il est là, je trouve qu'il fait ça mieux qu'on aurait pu penser. Alors, je le trouve pas si décevant que ça. C'est un débat pour la C'est juste un début pour M. PKP, de toute façon. C'est un apprentissage, mais il apprend vite. Bon, alors, les élections fédérales à l'horizon, à l'automne, tous les chefs doivent convaincre les électeurs de voter pour eux. Qui a le plus gros défi, selon vous, Daniel? Thomas Mulcair, c'est toujours difficile quand vous êtes en tête et quand vous arrivez en tête un peu trop vite à 4 mois des élections. Le NPD s'est effondré souvent dans le passé. Rappelez-vous, Ed Broadbent a été promis dans les sondages dans les années Mulroney et ça n'a pas duré. Le plus gros défi en ce moment de Mulcair, ça va être de faire face à la mitraille qui est à veille de lui tomber sur la tête. On va avoir des publicités très négatives sur lui. On va le traiter de communiste, de socialiste, de marxiste, de trotskiste, de Jusqu'à présent, les publicités, c'est surtout de tout ce qui finit en is, exactement. Et ça va être très difficile. Les autres questions qu'on se pose, est-ce qu'ils ont assez d'argent pour faire une grosse campagne contre les conservateurs qui, eux, ont un trésor incroyable? Est-ce qu'ils ont une organisation assez solide, surtout au Québec, pour garder les acquis? Un gros défi pour M. Mulcair. Sacha? Moi, c'est M. Duceppe, le nouveau joueur. Parce que, bon, premièrement, il a surpris beaucoup de gens, mais deuxièmement, son parti n'a pas beaucoup d'argent. Son parti a seulement 2 sièges. Où est-ce qu'il va aller avec ça? Comment est-ce qu'il va convaincre? Il se plaint déjà du traitement qu'il reçoit des médias et l'intérêt ou le manque d'intérêt à sa candidature. Alors, pour moi, c'est lui qui a le plus grand défi à convaincre les électeurs pourquoi choisir le Bloc québécois. Michel? Oui, bien moi, c'est M. Trudeau, parce que M. Trudeau a commis une erreur, enfin une faute qui, à mon sens, est impardonnable. C'est quand il y a beaucoup d'espoirs qui sont mis en vous et que vous les décevez, c'est extrêmement difficile par la suite de regagner la confiance des gens. Et M. Trudeau a vraiment démontré avec application depuis 2 ans que ce qu'on pensait qu'il était, il ne l'est pas. Et ça va être extrêmement difficile pour lui de le redevenir. Mais il a quand même présenté là, des écoutez, programmes. le bon coup, que j'avais trouvé que son allocation familiale universelle était beaucoup plus intéressante que ce que M. Harper offrait. Ça, c'était un bon coup. Mais depuis ce temps-là, honnêtement, je ne pense pas qu'on va vraiment se passionner pour la modification du mode de scrutin, l'élection obligatoire. Ça me semble être des espèces de trucs qui sont là pour masquer, dans le fond, l'absence de fond. C'est intéressant. Il y a des mesures très intéressantes là-dedans, mais les gens ne vont pas, le jour du vote, ils ne vont pas se dire est-ce que je veux, moi, un système proportionnel ou est-ce que je veux ci ou ça. C'est un faux débat. C'est pas un enjeu. Bon.
on avance. Le mot à retenir cette année, Tasha? Ben, pour moi, le mot qu'on entend tout le temps, c'est austérité. C'est le mot qui a c'est le défini. mien. Ouais. Ben, je suis pas surprise parce que c'est le mot qui a défini la politique québécoise de l'année dernière, à la fois à l'Assemblée nationale, dans la rue, dans les débats sociaux. C'est quoi le but de l'État? Et pour moi, c'est un débat intéressant. C'est un mot intéressant parce que ça a vraiment fait un débat de société. Ce qu'on Ici, vous on a savez que manqué le depuis gouvernement ne veut longtemps. pas qu'on parle d'austérité. On Ah, parle de oui. rigueur budgétaire. Oui, mais parlons d'austérité. Ben, moi, Alors, vous êtes d'accord? l'an passé, j'en avais un très beau ostentatoire. Vous vous souvenez? Ah oui. Hein, comme le temps passe vite et comme il me semble, ça semble loin, ce débat. Ostentatoire. J'aimais beaucoup ce mot-là. Je l'avais découvert à ce moment-là. J'ai aussi austérité. Et ce qui me fascine dans ce mot-là, c'est que des deux côtés du débat, il y a depuis quelques mois des gens très brillants, des économistes très brillants de réputation internationale, des très bons au Québec aussi, Pierre Fortin, qui disent des choses très intéressantes, comme quoi l'austérité, ça fonctionne pas, puis c'est pas très génial. Et d'autres qui vous démontrent aussi très clairement que oui, il faut l'austérité, on peut pas vivre au-dessus de nos moyens. À un moment donné, il faut finir par payer nos dettes. Alors, j'aime beaucoup le mot. Vous l'aimez? D'accord, Michel? Moi, c'est pas le mot de l'année, c'est l'imbécilité de l'année et c'est l'expression Triché, là. programmation biologique. J'ai rarement entendu une connerie comme celle-là et vraiment, ça dépasse tout ce que j'ai entendu au cours de l'année. Et je ne peux pas croire que les conservateurs vont laisser M. Lawson prendre sa retraite. Il y a juste Seulement un mois. en juillet. Sans le mois. pousser un petit peu. Oui, mais quand même. Oui, un il y a- mois, oui, je sais. Un mois, c'est long compte tenu de. Oui. de Bon, la alors on grosseur a de la dépassé bourre. un peu notre temps, mais en quelques secondes, quel joueur vous allez surveiller? Parce que là, vous allez prendre vos vacances. Ben, les moi, spectateurs je me aussi, sens pas vous. très original. Je veux surveiller Gilles Duceppe, mais ils me surveillent tellement tous les deux que... OK, d'accord. Non, mais Vous, ça va c'est être le important joueur, pendant oui. l'élection. Il n'y À a la aucun doute rentrée. là-dessus. Moi, On je va surveille surveiller ça. je surveille Thomas Mulcair parce que justement, c'est le front-runner, c'est sur lui que tout le monde regarde. Oui, moi, je Et vais vous? sortir du cadre de l'élection et je vais surveiller Jean-Martin Hossan au cours des prochains mois. Ouais. Il a parlé de la fin des exils. il nous a annoncé, ni plus ni moins, qu'il rentrait. Alors là, j'ai vraiment hâte de voir comment il va se réinsérer dans le jeu politique et s'il retourne au PQ, à quelles conditions et qu'est-ce que M. Péladeau est prêt à lui accorder pour le ramener au bercail. Alors, on va vous souhaiter un bon été. Peut-être qu'il Vous sera un aussi. peu écourté par des élections, on verra ça. Oui. Mais merci beaucoup d'avoir été là toute l'année, toujours fidèle au poste. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Merci. Au mois de septembre. Septembre.